Décolonisation, le Vietnam. Épisode 21, offensive en pays Thaï. Bonjour et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. La dernière fois, il y a 2 semaines, on a parlé de la reprise en main de la RDVN par le Parti communiste en vue de mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles dans la guerre totale. Et c'est très important de toujours garder cette reprise en main en arrière-plan, car ce virage maoïste permet de comprendre comment le général Giap arrive à rivaliser militairement avec le corps expéditionnaire français de Hoa Binh à Dien Bien Phu. Hoa Binh, pour rappel, c'est la ville prise par De Lattre en fin 1951. Cette position, De Lattre jure de ne jamais l'abandonner. Pourtant, il meurt et Hoa Binh est évacué par l'armée française en février 1952. On présente alors cela comme un repli tactique, mais personne n'est dupe. Le général Salan a évacué ses troupes juste à temps pour éviter un autre Cao Bang. C'est donc le temps des interrogations. Si un soldat d'élite comme De Lattre est mort à la tâche sans avoir pu mater le Viet Minh, ne faut-il pas arrêter les frais? Ces interrogations ressortent dans les débats parlementaires qui s'ouvrent quelques jours après la mort de De Lattre. Et ces interrogations sont inédites parce qu'un an plus tôt, Pierre Mendès France prêchait dans le désert et se faisait traiter de défaitiste quand il demandait l'ouverture de négociations avec Ho Chi Minh. Avance rapide, un an plus tard, en 1952, Pierre Mendès France reste sur la même ligne. Il réactualise juste sa position en disant en gros « Pourquoi est-il inacceptable de négocier avec les communistes alors que les Américains font la même chose en Corée ?» C'est une bonne question. Si l'Indochine et la Corée sont les 2 fronts d'une même guerre, pourquoi 2 solutions différentes? Et à la différence de 1951, plusieurs députés de gauche comme de droite emboîtent le pas à Mendès France et expriment aussi des doutes sur une guerre qui siphonne 1/6 du budget national de la France. Ces débats se déroulent lors du vote du budget pour le compte de l'année 1952. En fin de compte, faut pas déconner, l'Assemblée nationale vote l'allocation de 326 milliards de francs pour le compte de la guerre. Mais le discours du président du Conseil, Pleven, est révélateur de doutes qui se sont installés, même s'ils ne sont pas encore une opposition à la guerre. En effet, Pleven ne parle plus de victoire, mais d'une campagne de 12 à 18 mois pour reprendre la main et pouvoir entrer en négociation en position de force. D'autre part, Pleven met en avant 2 facteurs pour convaincre les députés. D'abord, une conférence tripartite à venir à Washington avec les États-Unis et l'Angleterre, où il s'agira d'exiger une implication sur le terrain des Américains et des Britanniques en cas d'invasion chinoise. Ensuite, Pleven convainc les députés des risques d'un retrait du Vietnam, car ce retrait augmenterait les velléités indépendantistes dans l'Empire, en particulier au Maroc et en Tunisie. Si on accordait l'indépendance aux Vietnamiens, les autres se diraient « pourquoi pas nous ?» Mais ce changement d'état d'esprit alarme les Américains. Et là, je vais me hasarder à une autre comparaison. Vous me direz si elle est tirée par les cheveux ou pas. En fait, imaginez qu'un ami ou une amie vous appelle pour vous proposer de l'accompagner en week-end très sympathique dans un endroit aussi sympathique. Vous n'êtes pas particulièrement chaud, mais il ou elle vous vend le truc et vous vous laissez convaincre. Non seulement vous êtes convaincu, mais votre ami
vous vend tellement bien le plan que vous êtes désormais presque plus motivé que lui ou elle. Eh bien, imaginez que quelques jours avant le départ, votre ami vous appelle, alors que vous avez déjà pris des billets de train, de voiture, loué la voiture, le gîte, etc. Votre ami vous appelle pour vous dire « Oh, j'ai plus trop envie d'y aller là. » Eh bien, la France, c'est votre ami et vous êtes les États-Unis. Vous vous rappelez qu'à l'épisode 15, la solution Pignon, l'internationalisation de la guerre a été voulue et obtenue par la France. Dans la foulée, Delattre a assuré le SAV avec sa tournée de 1951. Par conséquent, en 1952, au moment où les Français commencent à se poser des questions, les Américains sont au taquet. Excusez-moi du terme. En plus, cette année 1952 qui commence, c'est une année électorale aux États-Unis. Qui plus est dans un contexte de macartisme exacerbé. Il ne fait pas bon d'être suspecté de mollesse envers les communistes. Et l'administration démocrate au pouvoir doit afficher sa fermeté si elle veut rester aux affaires. Par conséquent, les républicains appuient là où ça fait mal. Ils accusent le président Truman et les démocrates d'avoir perdu la Chine et de faire preuve de mollesse en Corée. Truman dit donc aux Français « Hors de question de parler de négociations en Indochine ». Objection française, mais on ne peut pas se battre en Indochine et remplir nos obligations vis-à-vis de l'OTAN en Europe. Réponse américaine, ne vous inquiétez pas, amis français, avec nos dollars, il n'y aura pas de problème. Par contre, messieurs les Français, il faut mettre le paquet là. Et on peut vous montrer comment faire. Ce à quoi les Français répondent, occupez-vous de vos oignons, messieurs les Américains. En 1952, il y a donc déjà des frictions dans l'alliance franco-américaine. D'un côté, les Américains prennent en charge une part de plus en plus importante des dépenses de la guerre. De l'autre, la France ne veut pas perdre en liberté d'action ce qu'elle gagne en solidarité et en aide financière. Après la retraite de Rohabine, le nouveau commandant du corps expéditionnaire, le général Salan, regroupe ses troupes dans le delta autour de Hanoï. Il lance juste quelques ratissages pour contenir des infiltrations communistes, mais il n'y a pas d'affrontement majeur avant l'arrivée de la mousson en mai. Avec la saison des pluies, Salan d'un côté et Zap de l'autre, se réorganisent et planifient les campagnes de l'automne qui vont se concentrer au centre et au nord du Vietnam. Car au sud du pays, la France et ses alliés ont pris le dessus sur le Viet Minh, qui en est réduit à des actions terroristes. Des actions terroristes qui peuvent être très spectaculaires. Par exemple, en juillet 1952, un commando Viet Minh déguisé en soldat du corps expéditionnaire attaque un local où dînent des officiers français et leurs familles à Vung Tau, le Cap Saint-Jacques. À la grenade et la mitraillette, il tue 8 officiers français et 6 de leurs enfants et 4 femmes et 4 travailleurs vietnamiens. À ces 22 morts, il faut ajouter 22 blessés, ce qui est un bilan très lourd. Cependant, le Viet Minh ne peut pas faire plus que ça au sud, c'est-à-dire en Cochinchine. Mais c'est une toute autre affaire au nord, où est installée la RDVN. Pour le gouvernement de Ho Chi Minh, le delta du fleuve Rouge, c'est un trop gros morceau. Cependant, on cherche toujours le chaos. Et pour cela, on cherche à attirer le corps expéditionnaire français sur un terrain qui lui est défavorable. C'est la raison pour laquelle le général Zap commence à lorgner sur le pays Thaï, au nord-ouest du Vietnam,
aux confins de la Chine et du Laos. Pourquoi le pays Thaï? 3 raisons principales. Premièrement, ces hauts plateaux sont difficiles d'accès par avion et le réseau routier y est quasi inexistant. Le pays est parsemé de postes militaires français ici et là, mais c'est tout. Si le général Giap arrive à y attirer le corps expéditionnaire, cela obligerait le général Salon à se disperser en dégarnissant le delta pour combattre sur un terrain loin d'être idéal pour l'aviation et les blindés. Deuxièmement, c'est l'occasion pour la RDVN de s'implanter politiquement dans un territoire peuplé d'une minorité ethnique dont la France s'est proclamée protectrice par rapport à la majorité viette, c'est-à-dire les Thaïs. Enfin, troisièmement, une action militaire majeure en pays Thaï serait une épée de Damoclès sur le Laos et ferait planer le spectre d'une invasion communiste de cet État associé de l'Union française. Cette stratégie de pousser vers le nord-ouest et le Laos est approuvée par les leaders de Pékin, ce qui est un signe de la bonne entente entre Chinois et Vietnamiens. Liu Shaoqi, un des principaux lieutenants de Mao, déclare qu'il est très important de libérer le Laos. En septembre 1952, le Politburo du Lao Dong, le Parti des travailleurs du Vietnam, nouveau nom du Parti communiste si vous avez bien suivi. Le Politburo du Lao Dong, donc, donne sa bénédiction formelle à la campagne du Nord-Ouest. Puis, c'est Ho Chi Minh qui fait le voyage de Pékin pour rencontrer Mao. Les deux leaders s'accordent sur une campagne en 2 temps pour gagner la guerre. Premièrement, pousser vers le nord-ouest et libérer le Laos. Et dans un deuxième temps, remettre la pression sur le delta du fleuve Rouge dans un mouvement nord-sud. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dès octobre, 30 000 hommes des divisions 308, 312 et 316 font route vers le pays Thaï avec pour objectif de prendre Ndia Lo. Cette bourgade de 30 000 habitants, c'est la tête de pont du dispositif militaire français au nord-ouest. Si elle est prise par le Viet Minh, toutes les positions françaises dans la région seraient menacées. Et cette menace se matérialise quand des hommes de la division 312 encerclent le poste de Dza Hoi à 40 km de Ndia Lo. Un bataillon parachutiste du commandant Bijard est alors largué entre Dza Hoi et Ndia Lo pour renforcer les défenses de la zone. Mais leur mission devient impossible quand, le 17, 2 régiments de la division 308 de l'armée populaire du Vietnam attaquent Ndia Lo et prennent le poste en 1 heure. La France perd 700 hommes dans la chute de Ndia Lo et tout le dispositif français est sur le point de s'écrouler. Les postes du pays Thaï tombent ou sont abandonnés par les soldats français qui se lancent dans une course folle pour gagner les positions plus sécurisées sur la rivière Noire. C'est le sauve-qui-peut général, avec l'armée populaire aux trousses. Bijard et ses hommes sont donnés pour morts dans ce jeu dangereux d'attrape-moi si tu peux que je vous déconseille fortement. Finalement, Bijard s'en sort miraculeusement après avoir perdu 15% de ses effectifs. La chute de Ndia Lo est un coup terrible porté au prestige français après l'abandon de Hoa Binh. Elle réveille le syndrome de Cao Bang et le général Salon doit absolument réagir et tenter de reprendre l'initiative. Il va le faire en 2 temps avec l'opération Lorraine et la bataille de Nha San. Nha San, c'est la base où se replient tous les hommes des postes abandonnés ou perdus du pays Thaï,
à 190 km de Hanoï. C'est une base établie d'une part entre le Laos et le delta du fleuve Rouge, et d'autre part entre le pays Thaï et l'Annam, c'est-à-dire le centre du Vietnam. L'idée de Salon est de concentrer ces troupes-là dans une base super fortifiée. Ce serait ainsi un appât qui attirerait les troupes de Giap sur un terrain où l'aviation française et l'artillerie lourde pourraient s'en donner à cœur joie. En attendant, Salon lance l'opération Lorraine le 29 octobre. C'est essentiellement une manœuvre de diversion. Salon attaque les bases Viet Minh au nord-ouest de Hanoï pour essayer de détourner Giap du pays Thaï. Il attaque donc Phu Doan, principal centre de ravitaillement de l'armée populaire du Vietnam. Cela dit, il n'y va pas de main morte. Lorraine, c'est la plus grande opération militaire de la guerre d'Indochine. 30 000 hommes sont ainsi mobilisés avec appui aérien et artillerie lourde. Et il y a des résultats. Une quantité considérable de matériel est ainsi saisie, et en particulier des camions Molotova russes et des pièces d'artillerie. Problème, le général Giap ne mord pas à l'hameçon et maintient ses forces en pays Thaï. Il ordonne juste à ses forces régionales de harceler les colonnes françaises. Et après 15 jours de campagne, les forces françaises sont obligées de mettre un terme à une opération très exigeante sur le plan logistique. En effet, le système d'approvisionnement aérien est très difficile et les convois routiers et fluviaux coûtent cher en hommes et en matériel face aux embuscades des forces régionales vietnamiennes. Comme vous le diront beaucoup de soldats, le temps du désengagement est souvent le plus dangereux. Comme le montre le 17 novembre, l'embuscade géante qu'un régiment Viet Minh tend à une colonne française qui décroche. Les combats durent toute la journée et il y a 300 morts et blessés côté français. En fin de compte, l'opération Lorraine fait 1200 victimes françaises. Pour quel résultat? On a bien les preuves que du matériel russe parvient à la RDVN. Bon, ça lui fait une belle jambe à Salon, quand on sait que l'objectif initial était d'attirer le corps de bataille de l'armée populaire du Vietnam. Pire, profitant de la dispersion des troupes du corps expéditionnaire, le général Giap a gagné du terrain dans le delta avec des infiltrations derrière la ligne de Lac. Par conséquent, le moral est bon du côté du général Giap quand il décide de passer à la deuxième phase, conquérir Nha San, la place forte où Salon a regroupé les forces françaises dans la région. La garnison est isolée et accessible seulement par les airs. Giap pense donc pouvoir la prendre rapidement. Cependant, soit par erreur d'appréciation, soit à cause de renseignements erronés, le général Giap va se planter. Excusez-moi du terme. Premièrement, après le repli des unités de la région et réception de renforts, la garnison française à Nha San est forte de 12 000 hommes, et non pas 5 000 comme le pense le général Giap. Ensuite, Salon n'est pas bête. Il a construit sa place forte autour de l'aérodrome, car il sait que la survie de ses soldats dépend des avions. Une ligne de défense est construite autour de la piste d'atterrissage pour la placer coûte que coûte hors des feux ennemis. Enfin, à partir de la mi-octobre, c'est un véritable pont aérien qui relie Nha San à Hanoï. C'est une noria d'avions, un toutes les 15 minutes, qui apporte renfort, matériel et armement.
La base aéroterrestre, puissamment soutenue par son artillerie lourde et par l'aviation, est prête pour le choc. Celui-ci intervient quand ZAP lance 3 assauts entre le 23 et le 30 novembre, assauts qui sont tous repoussés dans des combats très violents. Chaque assaut, les canons de 105 mm français font un carnage et l'aviation déverse quantité de napalm sur les bordeuils de l'armée populaire. Les troupes de ZAP sont très éprouvées et doivent renoncer. Elles battent en retraite en laissant sur le terrain au minimum 1500 morts et 2000 blessés. Dans d'autres sources, certains historiens parlent d'un chiffre de 6000 morts et blessés, soit la moitié de la division 308. Comme face à Delattre, le général ZAP s'est vu trop beau face à Salan. Il a cru que Nassan était un fruit mûr prêt à être cueilli et a envoyé ses soldats au massacre. Du côté français, on célèbre les hérissons de Nassan. Et pour Salan, la victoire valide la théorie de la base aéroterrestre. Et là, je vois que certains d'entre vous hochent de la tête et pensent déjà à Dien Bien Phu. Et oui, Nassan, c'est une sorte de répétition générale de Dien Bien Phu. Sauf que le général ZAP tire les leçons de sa défaite à Nassan. Il a bien compris que sans artillerie lourde, il lui a été impossible d'atteindre la piste d'atterrissage et que la garnison a été renforcée et ravitaillée continuellement pendant toute la bataille. Par conséquent, ZAP sait qu'il devra aller faire des emplettes à Pékin. Et sur sa liste de courses, la première ligne, il y a écrit « canon de 105 mm ». Retenez bien ce détail, on en reparlera à Dien Bien Phu. L'année 1952 s'achève donc sur une victoire française. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Le commandement français peut se targuer d'avoir sonné le Viet, et nul doute que le général ZAP doive se soumettre à une autocritique sévère de retour dans ses quartiers. Mais n'oublions pas qu'en 1952, avant Nassan, il y a eu Hoa Binh, Diallo, l'opération Lorraine. Et pendant que Nassan résiste, d'autres éléments de l'armée populaire foncent vers le Laos. Je ne parle pas du delta où les infiltrations vietmines sont telles qu'elles menacent l'évêché catholique de Bui Chu et que les affrontements se multiplient. Dilemme donc pour le général Salan. Faut-il se disperser à la poursuite d'un ennemi qui est partout? Ou alors lui faut-il regrouper ses forces dans le delta et abandonner le pays Thaï et le Laos à leur sort? Comme ses prédécesseurs, Salan n'a pas les effectifs pour faire les deux. Au prochain épisode, le général Salan tirera aussi sa révérence devant ZAP. Il sera limogé après avoir échoué à défendre le Laos. Et avec l'invasion du Laos, on franchira un autre palier dans l'internationalisation du conflit. Surtout, l'invasion du Laos va alarmer encore plus les Américains. La nouvelle administration républicaine va mettre de plus en plus de pression sur la France pour qu'elle gagne la guerre au moment où, en France, il est juste question de ne pas la perdre. Cette divergence stratégique entre alliés sera lourde de conséquences. Mais cela, ce sera pour la semaine prochaine. Je vous remercie encore de votre écoute et d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et salut hein! Namunya, nyawale